Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ces 28e semaines européennes de la philosophie et donc pour le festival Cité Philo qui cette année est sur ces corps que nous sommes. J'ai le plaisir et le bonheur de recevoir Raphaël Andro et qui va nous parler de son excellent livre « Le fer ou le feu, penser la douleur après Descartes ». Bon, c'est un petit bijou, je l'ai dit à pas mal de personnes qui sont là l'ont déjà entendu, mais vraiment, je me suis régalée. Donc Raphaël Andro, vous êtes une philosophe française, chercheuse au CNRS, au sein de l'Institut d'Histoire des représentations et des idées dans les modernités, et vous avez reçu la médaille de bronze du CNRS en 2018. Vos travaux portent sur l'histoire de la philosophie moderne, l'histoire des sciences et de la médecine, l'épistémologie, la métaphysique. Et vous êtes co-rédactrice en chef de la revue de métaphysique et de morale. Je suis très heureuse de vous avoir ce soir ici, vraiment. Surtout pour parler de ce livre qui est donc fondé sur un vaste ensemble de textes du XVIIe siècle. Ouvrage qui s'attache à un moment important et méconnu dans l'histoire de la douleur, et surtout qui s'attache à des textes peu travaillés, ce qui m'a frappée. Et effectivement, bon, alors Malebranche au premier chef, mais aussi, qui est connu, hein, mais aussi Johannes Clauberg, Louis de Laforge, Antoine Arnaud ou encore François Lamy, qui donc s'articulent autour de l'interprétation, autour des textes de Descartes sur la douleur. Donc vous renouvelez grandement, voire vous dépoussiérez l'analyse du dualisme cartésien, faisant de la douleur un paradigme pour interroger les relations entre l'âme et le corps. Ce faisant, vous contribuez à la réflexion contemporaine sur la nature de notre sensibilité, de nos émotions, privilégiant une histoire dans l'épaisseur. Vous explorez les profondeurs d'une histoire qui va de 1630 à 1715. Donc en analysant la fabrique du phénomène de douleur comme outil argumentatif, vous revenez sur des idées reçues telles que le fait qu'il n'y aurait pas de préoccupation de la douleur à l'époque classique. Vous déconstruisez idées reçues que vous déconstruisez en 1000 pièces et c'est un régal. Vous faites de la fiction de la main transparente, un cas typique du traitement cartésien de la sensation de douleur, un traitement dont la caractéristique principale consiste à mettre en avant le fait que la douleur physique vive, que ce soit une blessure, une coupure, une piqûre ou une brûlure, ne nous apprend rien sur la nature des corps extérieurs, mais avant tout utile, voire nécessaire à la préservation de notre corps. Sans la douleur, en effet, on ne se mettrait peut-être tout simplement pas en peine de conserver celui-ci, ou beaucoup moins dans la nécessité de le conserver. Et puis, c'est ce cadre du membre fantôme dans lequel vous expliquez de quelle façon, finalement, le cerveau ressent et l'âme ressent par le biais du cerveau, et un cérébrocentrisme et une conscience de soi qui passe par la douleur, qui finalement devient un concept performatif. En tout cas, voilà. Donc je vais vous laisser la parole et puis après nous discuterons avec le public de tout cela. Raphaël Andro, merci beaucoup pour cette présentation, pour l'invitation, puis pour l'organisation. Je suis très contente d'être là ce soir. Dans mon travail de recherche depuis ses tout débuts, comme Céline l'a dit, se situe vraiment à la croisée de la philosophie et de la médecine. Et cet entrecroisement philosophie-médecine, je l'étudie dans son histoire longue. D'abord parce que je suis convaincue du bénéfice qu'il y a à se plonger dans une période ancienne, c'est-à-dire à perdre un peu notre familiarité avec le présent et donc à révéler par différence nos propres présupposés, nos cadres de pensée actuels. Et ensuite parce que l'histoire est souvent instrumentalisée aujourd'hui. Donc je pense important d'être conscient des distorsions qu'on fait subir à l'histoire, au passé de nos sciences et de nos représentations. Et dans cette approche historique, j'ai une période de prédilection, c'est le XVIIe, vous l'aurez compris. Alors pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, c'est qu'à cette époque, justement, la philosophie d'un côté et les sciences de la nature de l'autre avaient été beaucoup plus entremêlées, avaient des frontières beaucoup plus poreuses. Autrement dit, les philosophes de l'époque, par exemple Descartes ou Spinoza, étaient aussi des savants, et en l'occurrence des savants qui étaient respectivement engagés dans l'anatomie animale ou la microscopie, donc dans des travaux dans lesquels on imagine le rapport au corps n'est pas tout à fait le même que lorsqu'on s'y intéresse que de façon plus abstraite.
Or, cette ouverture des sciences vers la philosophie et de la philosophie vers les sciences est précisément ce qui me semble pertinent et fécond quand on s'intéresse au corps et à son histoire. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet en vous lisant d'abord un extrait d'un texte qui a été attribué à Cyrano de Bergerac, celui qui est mis en scène par Edmond Rostand bien plus tard. C'est un texte qui a été publié en 1662, qui s'intitule « Fragments de physique », et presque au tout début de ce texte, Cyrano de Bergerac écrit la chose suivante, je lis. « Mais, afin de ne nous pas laisser emporter à quantité de préjugés que nous acquérons avec l'âge, mettons-nous en un état de pure ignorance. C'est pourquoi ne supposons rien du tout, dépouillons-nous de toute science, et considérons-nous seulement capables de sentir, sans pourtant que nous ayons encore jamais rien senti. N'est-il pas vrai que si dans cet état, une épingle nous pique, nous nous trouvons un peu mal, et dans un état plus incommode que celui auquel nous étions avant d'être piqués? C'est ce que l'on appelle état ou sentiment de douleur. Ainsi, encore que l'épingle soit quelque chose de différent de nous-mêmes, elle cause pourtant en nous cette douleur. Fermez les guillemets. Donc, ce texte nous invite à faire une expérience de pensée, à supposer qu'un homme vienne de naître, s'imaginer un homme qui ne sait rien, qui n'a jamais fait aucune expérience, y compris une expérience sensorielle. Ensuite, s'imaginer que cet homme est piqué par une épingle, et on en conclut que celui-ci éprouvera une douleur aiguë, telle que celle que nous éprouvons ordinairement nous-mêmes. Il se trouve qu'on retrouve exactement la même expérience de pensée, cet homme à l'épingle, dans un texte qui a été publié quelques années plus tard. Alors je vais prononcer quelques noms propres, c'est pas grave si vous ne les retenez pas, ce ne sont pas forcément des auteurs très connus, mais je serai contente d'y revenir après si vous le souhaitez. Donc ce deuxième auteur qui convoque l'homme à l'épingle, il s'appelle Jacques Rouault. Il a écrit un traité de physique qui visait à diffuser la physique cartésienne, donc une vingtaine d'années après les écrits de Descartes. Et Jacques Rouault invite également à supposer qu'un homme vienne de naître et qu'on lui pique le bras. « Piquons le bras de cet homme avec une épingle », écrit-il. « Il est évident que cet homme éprouvera une douleur semblable à celle que nous connaissons. » Et quand ce n'est pas une épingle qui est mentionnée, c'est une épine. Malebranche, quelques années après Jacques Rouault, à son tour, en 1674, donc Nicolas Malebranche, qui lui est l'un des philosophes cartésiens les plus connus à la fin du XVIIe siècle, prend l'exemple d'une piqûre d'épine et il écrit « Je sens de la douleur lorsqu'une épine me pique le doigt, mais le trou qu'elle y fait n'est pas la douleur. » L'homme à l'épine ou à l'épingle continue son odyssée, puisqu'on le retrouve en 1702, sous la plume de Pierre Bayle, qui invite cette fois à imaginer Jules César bébé. Sans doute, écrit-il, Jules César a-t-il été une fois piqué d'une épingle pendant qu'il tétait, ce qui aura alors fait passer son esprit, l'esprit de Jules César nourrisson, de la douceur du lait qu'il éprouvait alors qu'il était en train de téter, à la douleur de la piqûre. Enfin, on retrouve l'homme piqué par une épingle au siècle suivant, donc au XVIIIe siècle, 1742, dans cette fois un ouvrage de médecine pratique. Les commentaires des aphorismes de Bourrave, de Van Sutton, mais peu importe, un livre de médecine qui consacre un gros chapitre à la douleur. Et il se trouve que ce chapitre est intégré quasi tel quel dans l'article douleur de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. Donc on voit que cet homme à l'épingle, il a voyagé au cours d'un siècle en passant d'ouvrages destinés à populariser la philosophie de Descartes dans les années 1660, à des ouvrages plus polémiques marquant davantage leur distance avec Descartes, Malebranche, Pierre Bayle, avant enfin d'être intégré à des ouvrages de médecine plus spécialisés et largement diffusés. En fait, c'est ce simple exemple qui est parti mon questionnement et qui m'a conduite qui m'a amené à poursuivre l'enquête et à écrire ce livre dont on parle ce soir. Et au tout début, je me suis simplement demandé, mais pourquoi donc cet exemple de la piqûre qui revient sans cesse? Alors évidemment parce que c'est une expérience commune, qui est facile à partager, qui montre que la douleur, pour ces auteurs, est un état intérieur, quelque chose d'intime, quelque chose donc qui m'appartient et qui n'est pas la propriété de l'épingle. Et personne ne se trompe là-dessus. Même l'homme qui ne sait rien
et qui vient de naître à l'œil. Je vais réexpliquer cette idée. C'est-à-dire que la douleur de l'épingle, elle met en relation deux éléments bien différents pour ses auteurs. D'un côté, le mouvement de l'épingle et l'état de mon corps, c'est-à-dire le trou que fait l'épingle dans mon doigt, qui suscite un mouvement nerveux qui est transmis jusqu'au cerveau. Donc d'un côté, on a l'état du corps, qui est quelque chose de globalement mécanique, que l'on peut appréhender par l'anatomie, et on comprend donc pourquoi un ouvrage de médecine va convoquer cet exemple qui permet de bien schématiser le processus corporel qui occasionne la douleur. Un côté, l'état corporel, et de l'autre, on a le sentiment de douleur lui-même, qui lui n'est absolument pas corporel, qui n'est pas mécanique, qu'on ne peut pas observer de l'extérieur. La douleur, c'est un état intérieur, je l'ai dit, qui n'est connu que de moi-même, et donc qui est une modification de mon esprit. On dit aussi un état mental. Donc les deux éléments, le trou dans le doigt qui est un état du corps d'un côté, et le sentiment ou la sensation de douleur qui est un état de l'esprit de l'autre, sont parfaitement hétérogènes, ils ne se ressemblent pas, et pourtant l'un a occasionné ou causé l'autre. Lorsque je suis en train de paraphraser et que vise à montrer tous ces passages sur l'épingle, c'est autre chose que ce qu'on a appelé le dualisme cartésien, c'est-à-dire la distinction très nette entre d'un côté le corps et de l'autre l'esprit, qui sont deux choses très différentes par nature selon Descartes. Et c'est là quelque chose d'absolument fascinant. Pourquoi ? Parce que ce constat de l'importance de la douleur, de la réflexion sur la douleur à cette époque, permet de revenir sur un cliché qui est largement répandu, un cliché sur Descartes et le cartésianisme. Et ce cliché, c'est l'idée que les philosophes occidentaux, et Descartes en tête, auraient alors complètement négligé notre vie affective pour valoriser avant tout la raison humaine, ses pouvoirs théoriques ou pratiques. On l'entend bien aujourd'hui quand on dit de quelqu'un qu'il est cartésien, on entend qu'il est rationnel, voire rationaliste. Et bien là, on voit au contraire qu'une thèse qui est essentielle pour ces philosophes, la distinction corps-esprit, est illustrée par un exemple qui met quoi en avant? Qui met en avant notre sensibilité. C'est-à-dire un rapport avec le monde qui n'est pas médié par la raison et qui est à la fois, au contraire, passif et intime. Donc on voit dès lors comment étudier la douleur dans ces textes. Eh bien, ça permet de corriger une représentation que nous nous faisons de l'histoire de la médecine et de la sensibilité, comme l'a dit Céline, et dans cette histoire de la médecine et des sensibilités, souvent on juge que le XVIIe siècle, eh bien, c'est une période obscure, voire obscurantiste, où on aurait très peu réfléchi à la douleur et on l'aurait encore moins prise en compte. Et lorsqu'on explore ces textes dont je vous ai parlé, on se rend compte que non seulement le sentiment de douleur n'est pas oublié à l'époque, mais que c'est un exemple crucial, paradigmatique, dans des questionnements philosophiques beaucoup plus larges sur, par exemple, l'ancrage biologique de nos pensées ou l'effet émotionnel et psychologique de ce qui se passe dans notre corps. Alors vous pourriez me dire que la douleur, elle a constitué un objet de réflexion dans la philosophie occidentale à toutes les époques, pas seulement au XVIIe siècle, et c'est vrai. La douleur, c'est un phénomène qui est significatif chez Platon ou Cicéron dans l'Antiquité, chez Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, pour ne citer que 3 exemples. Mais il y a 2 éléments frappants au XVIIe siècle dans la réflexion sur la douleur. D'abord, l'analyse de la douleur physique s'émancipe en partie de la question morale de la recherche du plaisir et du bonheur. Et cette émancipation de la réflexion de la douleur à l'égard de la quête morale du bonheur, elle s'articule avec une autre spécificité. C'est un nouage particulièrement fort entre réflexion philosophique sur la douleur et connaissance anatomique, en particulier connaissance anatomique des voies de transmission neurocérébrale. Et ce nouage-là, il est particulièrement fort au XVIIe. Enfin, commence au XVIIe siècle. Alors, je voulais diffuser un diaporama, mais vous aurez juste un petit échantillon d'une image de Descartes. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà vu cette image. Je me trompe? Loin, là. Vous ne voyez pas bien? C'est loin. C'est loin. C'est vrai. Qu'est-ce que ça représente?
Alors, c'est un jeune homme qui a son... Oui, on peut la faire passer. Qui a le pied qui touche une flamme. Et on voit qu'il y a comme une corde qui représente le nerf qui va du pied au cerveau de cet homme. C'est une image de Descartes qui est très connue et on la trouve projetée aujourd'hui par exemple dans des congrès de neurologie consacrés à la douleur. Et on la trouve énormément sur Internet par exemple, pour traiter la question de la douleur aujourd'hui. Donc ce qu'on y voit, c'est un nerf qui serait dans le vocabulaire de Descartes tiré sous l'effet d'une brûlure au pied. Cette traction, cette tension, elle serait ensuite véhiculée jusqu'au cerveau, dont les mouvements sont les causes immédiates de la sensation douloureuse qui m'avertit et me permet de retirer mon pied pour éviter la blessure. Ce schéma, il permet de bien rendre compte de la fonction de la douleur aiguë, par exemple de la douleur de la brûlure, qui est de nous informer de ce qui est nocif à notre conservation. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le mécanisme nociceptif. Tout simplement, le système qui, dans un organisme, détecte ce qui est nocif pour le corps. Et c'est, nous dit Descartes, comme tirant l'un des bouts d'une corde, on fait sonner en même temps la cloche à l'autre bout. Donc l'analogie pour expliquer le mouvement nerveux qui informe mon esprit de la douleur et qui répond au mécanisme purement corporel qui va du bout de mon pied au contact avec la flamme à mon cerveau, c'est l'analogie de la corde qu'on tire et qui fait sonner une cloche à l'autre bout. Alors parmi ceux qui commandent Descartes aujourd'hui, un certain nombre sont très critiques. C'est le cas de l'anthropologue David Le Breton, dans un bref passage de son livre qui s'appelle « Anthropologie de la douleur », selon qui ce type d'explication cartésienne dont je viens de vous parler aurait contribué à occulter durablement la complexité de la souffrance en la réduisant à n'être qu'un processus mécanique. Donc Descartes aurait eu une fonction essentiellement négative dans l'histoire de la prise en charge et de la prise en compte de la douleur dans sa dimension subjective globale. Bien, selon moi, dire cela, et c'est une idée qu'on trouve très couramment aujourd'hui, c'est ne considérer qu'une seule face de la même pièce. Parce que cette critique très commune qu'on trouve par exemple chez David Le Breton ne prend pas en compte une autre dimension très présente dans ces mêmes textes cartésiens. Et cette autre dimension, c'est l'analyse de l'aspect émotionnel de la douleur, de la composante émotionnelle de la douleur. Alors je vous propose de reprendre l'exemple de l'homme brûlé. Après l'homme à l'épingle, nous avons l'homme brûlé. Et nous le retrouvons là encore chez Malebranche, que j'ai cité tout à l'heure à propos de l'épine. Malebranche, il nous fait envisager la situation suivante, donc je vous propose une autre expérience de pensée, un peu plus complexe, et à laquelle Céline a fait référence. Imaginons que notre main s'approche de la flamme au point d'être brûlée. Imaginons qu'au lieu d'en ressentir de la douleur, on ait simplement connaissance, une connaissance objective de la lésion que la flamme est en train de causer dans notre main. Comme si une personne extérieure voyait notre chair se consumer. Donc imaginons qu'au lieu d'avoir mal, on voit ce qui se passe dans les fibres de nos mains. Eh bien, selon Malebranche, si dans cette situation on ne ressentait pas de la douleur, tout simplement, on ne prendrait même pas la peine de retirer notre main pour la préserver. On ne prendrait pas la peine, et peut-être même qu'on serait curieux, qu'on aurait une forme de curiosité intellectuelle de savoir ce qui se passerait. Donc la douleur, eh bien, elle a une fonction protectrice essentielle et indispensable. Et cette fonction protectrice vient du fait qu'elle nous avertit d'un danger ou d'une blessure. Les textes médicaux parlent de sentinelle. Et aussi du fait qu'étant désagréable, la douleur nous force à agir, qu'elle a une dimension motivationnelle et motrice, que Malebranche souligne parfaitement avec cette fiction que j'ai appelée la fiction de la main transparente. Ce que les textes médicaux soulignent également quand ils disent que la douleur est un aiguillon. Donc la douleur, c'est à la fois une sentinelle et un aiguillon. Or, si pour Malebranche, la douleur a cette fonction protectrice indispensable pour la protection de notre intégrité corporelle et de notre vie, c'est précisément parce que la douleur n'est pas la photographie objective de la blessure.
elle n'est pas la radiographie ou l'image transparente de ce qui se passe dans mon corps au moment où j'ai mal. Donc on l'a dit tout à l'heure, hein, Malebranche l'a dit, ma douleur, suscitée par une épingle, une épine, ne ressemble pas au trou dans mon doigt. Or, cette non-ressemblance, selon Malebranche, elle présenterait un avantage incontestable pour notre survie, au sens où c'est parce que la douleur est désagréable, aversive, qu'elle est donc un sentiment intérieur à la fois vif, opaque et confus. Un sentiment vif, opaque et confus qui n'a rien à voir avec la connaissance objective de la blessure, que cette douleur me pousse à protéger mon corps, par exemple à retirer ma main brûlée de la flamme. Et donc là, on voit bien, encore une fois, que le point de départ de Malebranche, c'est-à-dire la distinction nette, cartésienne entre l'esprit et le corps, conduit non pas à minimiser l'importance de notre vie affective, mais au contraire à souligner sa spécificité, à souligner que notre vie affective, elle est irréductible à une saisie transparente et objective de la réalité de notre corps. Et donc ça signifie qu'au lieu de contredire ou limiter la distinction cartésienne entre le corps et l'esprit, comme on le lit souvent, eh bien la douleur, dans sa dimension émotionnelle, elle est comprise par ces philosophes comme l'expérience courante qui vérifie la distinction cartésienne entre le corps et l'esprit. Tout simplement parce que cette distinction proposée par Descartes, eh bien, elle implique de réfléchir à la façon dont nous représentons notre corps. Et c'est notamment donc, ce que je cherche à étudier dans ce livre en suivant toutes les ramifications de cette compréhension de la douleur et tous les débats aussi que ça suscite. Alors Malebranche, bien sûr, il n'est pas unique dans cette démonstration. Je ne sais pas si vous avez à l'esprit la comparaison fameuse entre l'esprit en son corps et le pilote en son navire. C'est une comparaison fameuse qu'on trouve chez Descartes dans la 6e des méditations métaphysiques, mais qui a par ailleurs une longue histoire avant Descartes. En tout cas, dans les méditations, Descartes énonce que l'esprit n'est pas seulement en son corps comme un pilote en son navire. Un pilote voit de l'extérieur par la vue que son bateau est abîmé. L'esprit, au contraire, sent de l'intérieur par la douleur que son corps a un problème. Et, écrit Descartes, le sentiment de douleur montre donc que je suis comme mêlé à mon corps, comme mélangé à mon corps, que je compose comme un seul tout avec lui, ce qui n'est bien sûr pas le cas du pilote en son navire, qui peut très bien changer de navire. Alors cela, c'est bien connu par les historiens de la philosophie, très étudié depuis des décennies par les spécialistes de Descartes. Moi, ce que j'ai fait dans le premier chapitre du livre, qui s'intitule « L'esprit, un pilote en son corps », point d'interrogation, douleur et avarie, c'est que j'ai suivi l'utilisation de ce contraste entre l'esprit en son corps et le pilote en son navire chez bien d'autres auteurs du XVIIe siècle, beaucoup moins connus et parfois non traduits du latin. Et on voit que ce contraste avec le pilote, il est utilisé pour développer la phénoménologie de la douleur, c'est-à-dire développer la description de ce que ça nous fait d'avoir mal. La description de l'expérience qu'on fait quand on a mal et du rapport que ça instaure avec notre propre corps. Donc j'ai ainsi parlé d'auteurs un peu connus comme Klauberg, qui montrent qu'en réalité c'est plus utile et plus sûr pour nous de ne pas connaître nos blessures et nos besoins par une connaissance intellectuelle et qu'il vaut mieux les sentir. Il explique qu'en fait c'est pour ça que les intellectuels souvent ont plus de problèmes de santé que les enfants, qui simplement écoutent leurs sensations. Donc parfois la connaissance conceptuelle pour tous ces philosophes est défavorable à la survie et au bon fonctionnement des humains que nous sommes. Je m'attarde également sur d'autres auteurs comme le médecin néerlandais Theodor Cranen, le théologien français Antoine Arnaud, peu importe les noms propres, mais retenez que les deux s'intéressent à la différence entre douleur et tristesse. Si un navire essuie des tirs de canon jusqu'à la destruction, son pilote en ressent tristesse et chagrin. Mais cette tristesse, écrivent-ils, n'a rien à voir avec la douleur vive que l'on ressent quand notre corps est blessé. Donc la douleur physique est quelque chose de bien plus pressant, plus immédiat que la tristesse. Et ce qui est remarquable, c'est que ces philosophes, qui sont également parfois aussi médecins ou théologiens, bien sûr dans le contexte de l'époque, ils convoquent Dieu, Dieu qui serait le créateur de l'union entre notre esprit et notre corps, et donc en particulier du câblage entre la douleur et le système neurocérébral.
Mais le fait de convoquer Dieu ne les conduit absolument pas à minimiser la douleur, à la justifier systématiquement ou à s'en désintéresser. Et au contraire, pour eux, c'est une bonne raison de s'y intéresser de près. Ce qui me permet d'infirmer un autre grand poncif de l'histoire de la douleur. Et ce poncif, c'est l'idée selon laquelle c'est la sécularisation de la philosophie, c'est-à-dire l'affranchissement de la philosophie à l'égard de la religion et de la théologie au XVIIIe siècle, qui aurait permis l'émergence d'une véritable histoire de la douleur. Par exemple, des historiens des sensibilités comme Alain Corbin datent du XVIIIe siècle et de sa seconde moitié, l'émergence de la douleur comme objet philosophique et l'émergence du corps propre comme objet philosophique. Bien, on voit ici qu'il y a déjà bien des discours sur le sujet avant le XVIIIe siècle, et que dans ces textes anciens que je vous ai cités, on pourrait très bien remplacer le mot Dieu par le mot nature, et ça ne changerait pas fondamentalement la réflexion. Il y aurait des échos particulièrement pertinents avec la réflexion contemporaine. Alors peut-être que vous avez remarqué que j'ai parlé de douleur physique, pour la distinguer de la douleur morale ou souffrance, puisque je parle d'une brûlure à la main, d'une piqûre au pied, au doigt. Et je me suis demandé si c'était là un vocabulaire qu'employaient mes philosophes. On pourra revenir dessus dans la discussion si vous voulez. Et plus généralement, je me suis demandé quels étaient les recouvrements et les décalages entre d'un côté l'usage philosophique dont je vous ai parlé de l'exemple des douleurs de piqûres et de brûlures, et de l'autre côté ce qu'en disaient les médecins de l'époque. Alors c'est une tâche que j'ai menée spécifiquement pour ce livre, mais aussi dans le cadre d'un projet collectif que j'ai dirigé avec ma collègue Ariane Bell et qui a donné lieu au web documentaire là, dont vous avez la présentation sur le petit carton. C'est un web documentaire que vous pouvez consulter en ligne sur le médecin face à la douleur. Et dans l'onglet contemporain, vous trouverez plusieurs interviews, plusieurs entretiens avec des neurologues où on les confronte à des conceptions anciennes de la douleur, en particulier des conceptions du XVIIe siècle, par exemple sur la question de la sous-estimation de la douleur, de l'effet placebo, etc. Alors que montre la confrontation entre les textes philosophiques cartésiens et les textes médicaux, qu'ils soient antérieurs ou contemporains? Bien, cette confrontation que j'étudie dans le deuxième chapitre du livre montre d'abord que les philosophes n'inventent rien. Leurs exemples de douleurs aiguës exogènes, exogènes ça veut dire suscitées par un instrument extérieur, comme l'épine, l'épée ou la flamme, bien, correspond à ce qui est appelé traditionnellement par les chirurgiens de l'époque une plaie, expliquée comme l'effet d'une solution de continuité, donc une rupture dans les chairs. Simplement, si ces philosophes n'inventent rien, ils se focalisent, ils zooment sur des exemples qui n'étaient pas au centre des publications médicales, et ils privilégient ces exemples de piqûres et de brûlures, d'une part parce que ça permet de bien illustrer la causalité mécanique à l'origine de la douleur, et d'autre part parce que ça permet de bien souligner sa fonction d'avertissement. Si on prend des exemples de douleurs chroniques, ça marche beaucoup moins bien qu'avec la brûlure de la flamme ou la piqûre de l'épingle. Par ailleurs, Descartes se nourrit de réflexions chirurgicales développées notamment à l'occasion de la multiplication des blessures par arme à feu sur les champs de bataille européens au XVIe siècle, en causant des blessures délabrantes qui requièrent parfois des amputations. Ce phénomène historique, donc la multiplication des blessures par arme à feu au XVIe siècle, a fait émerger une réflexion nouvelle sur les douleurs fantômes, c'est-à-dire les douleurs que ressentent des amputés dans le membre qui n'ont plus, et de là a suscité de nouvelles réflexions sur les voies de transmission anatomique de la douleur. Alors je voudrais simplement souligner les bénéfices qu'a étudié les textes philosophiques non de façon insulaire ou linéaire, en s'attachant à une seule tradition, mais en les confrontant avec d'autres types de textes relevant à la même époque d'autres champs du savoir, par exemple la médecine, c'est-à-dire de faire une histoire transversale, focalisée sur quelques décennies, d'un même objet. Ce type d'enquête historique, j'ai proposé de l'appeler une histoire dans l'épaisseur, et pour moi, cette histoire dans l'épaisseur, elle avait pour la douleur deux avantages principaux que je vais vous présenter, et puis après je laisserai la place aux questions. Premier avantage, cette histoire dans l'épaisseur permet d'abord de ne pas trop simplifier certains moments de l'histoire de la douleur, parce que généralement, dans les histoires sur la longue durée, donc de l'Antiquité à nos jours,
on réduit chaque époque, chaque siècle à quelques regards dominants sur un objet. Par exemple, pour la douleur, on va citer Ambroise Paré, XVIe siècle, Descartes, début XVIIe, et puis Sydenham, et c'est tout. Au contraire, le fait de s'attacher à une période resserrée permet de faire droit non seulement à plus d'auteurs et de textes, et donc à ne pas trop s'illusionner sur l'originalité de notre auteur ou de nos textes, mais également de faire place à des débats, des problèmes et des controverses qui agitent des savants à une même époque. Parce qu'il n'y a jamais évidemment de consensus absolu. Et dans ce livre, ce que j'ai voulu faire, c'est pas du tout mettre en avant telle ou telle théorisation de la douleur, mais plutôt montrer des questions et des difficultés soulevées par un ensemble de philosophes qui débattaient les uns avec les autres, soit par lettres, soit par ouvrages polémiques, sans avoir forcément une position théorique dogmatique particulière à défendre. Dans un des chapitres, je détrivialise la conception cartésienne de la douleur, c'est-à-dire la conception de la douleur comme un avertissement, en montrant qu'il y a un autre philosophe de l'époque, Leibniz, qui dialoguait avec les cartésiens et qui pensait absolument pas que la douleur avait une fonction d'avertissement. Et c'est justement ça qui a attiré mon attention là-dessus. Je me suis rendu compte que ce qu'on considérait complètement banal aujourd'hui dans la conception cartésienne de la douleur sentinelle, eh bien, ça ne s'imposait pas du tout à l'époque et qu'on pouvait très bien avoir une conception très différente comme celle de Leibniz. Dans le chapitre 4 et 5 de l'ouvrage, je zoome au contraire sur cette conception cartésienne fonctionnaliste, donc la douleur-avertissement, en montrant les désaccords et les discussions auxquelles elle a donné lieu, par exemple sur la douleur animale, ou encore sur la possibilité ou non de décorréler douleur et blessure corporelle. Et ce que j'ai trouvé passionnant, en fait, c'est que plus je plongeais dans ces textes anciens, eh bien, plus je trouvais des échos avec des questions qui sont aujourd'hui soulevées par les algologues, c'est-à-dire les spécialistes de la douleur. Ça paraît complètement contre-intuitif, mais en fait, plus j'allais dans le détail des textes anciens, et plus le dialogue entre le passé et le présent s'avérait pertinent et fécond. Pour moi, c'était assez extraordinaire et très agréable de faire cette expérience. Ensuite, et dernier point, il y a un avantage encore plus général de cette histoire dans l'épaisseur, c'est que ça permet de mesurer l'historicité du corps. À chaque époque, la représentation que chacun de nous se fait de son propre corps, de notre propre corps, la façon dont nous en parlons, repose sur des images anatomiques et des techniques médicales plus ou moins bien comprises. La façon dont nous représentons notre propre corps repose aussi sur un partage tacite, sur une certaine idée des frontières entre ce qui nous paraît relever de la science, ce qui nous paraît relever d'un savoir trivial, et ce qui nous paraît au contraire relever d'une impression subjective spontanée. Et en fait, ce partage entre ce qui serait scientifique, ce qui serait trivial et ce qui serait purement subjectif, bien, il ne va pas de soi et il dépend aussi de chaque état de l'histoire des sciences et des techniques. Ça signifie que même notre rapport intime à notre propre corps, notre rapport sensoriel à notre corps, est médiatisé par des représentations qui sont toujours liées à un certain état des sciences et des techniques. Il n'y a pas d'un côté le corps propre senti et de l'autre un corps objectivé par les sciences. Qu'on le veuille ou non, ce que nous appelons notre propre corps incorpore toujours des représentations dites scientifiques. Aujourd'hui, par exemple, nous représentons notre corps, nos propres sensations, en partie via ce que nous croyons en savoir par l'imagerie, par la radiographie, par les IRM fonctionnels, par des planches qu'on a vues dans les manuels de biologie quand on était au collège, par des publicités sur l'efficacité de tel ou tel médicament, etc. Bien, à l'époque de Descartes, il en va exactement de même. En un siècle où le savoir anatomique, pourtant ancien, fait l'objet de tellement d'intérêt de la part des philosophes qu'ils se mêlent d'anatomie, qu'ils font eux-mêmes des dissections, ces philosophes. Et bien à cette époque, savoir-faire chirurgical et savoir anatomique se conjuguent et expliquent la visualisation simplifiée que Descartes propose pour schématiser le processus corporel occasionnant la douleur. Un schéma qui s'est tellement imposé au cours de l'histoire jusqu'à nous qu'on en a oublié le caractère historique, justement. Le fait qu'il est tributaire de tout un savoir sous-jacent, implicite, que ce savoir soit médical ou philosophique, qu'il soit présenté de façon dogmatique ou,
comme c'est plus souvent le cas, sous forme de questionnements, de difficultés et d'alternatives ouvertes, et c'est bien sûr ça qui m'intéresse le plus. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Raphaël Andro de cette passionnante intervention. Et si tu le permets, je vais commencer par quelques questions. Et puis après, on laissera des questions à la salle. Alors, le fer ou le feu, la douleur après Descartes. Après Descartes, parce que tu es revenu justement sur la façon dont on avait considéré un dualisme strict pendant très longtemps, ou parce que Descartes initie une rupture sur la question de la douleur. Je me demande lequel des deux éléments a été déterminant. Je pense que c'est le premier, c'est-à-dire que ce qui m'a motivée particulièrement, c'était l'idée de critiquer cette rupture qu'aurait introduite Descartes, qu'on la voit positivement, c'est souvent le cas des neurologues aujourd'hui, ou qu'on la voit négativement, comme c'est souvent le cas dans les sciences humaines et sociales, par exemple chez David Le Breton. Donc je n'ai pas une vision de l'histoire de la médecine très discontinuiste, et en particulier sur la douleur, quand on travaillait dessus aussi dans le cadre du projet collectif, donc plus côté médical, je me suis rendu compte que c'était comme ce que l'historien de la médecine Michael Stolberg dit pour les soins palliatifs. Il dit que c'est un mouvement oscillatoire, en fait, l'histoire des soins palliatifs au cours des siècles. Bien, pour la douleur, c'est pareil, en fait. C'est pas une histoire linéaire avec des grandes ruptures. On a un mouvement beaucoup plus complexe. Et en particulier, Descartes, il s'inscrit dans une tradition, il reprend tout un savoir chirurgical, donc il ne marque pas de rupture nette ou une invention vraiment toute neuve. En revanche, l'intention polémique était primordiale pour moi. Mais ce qui est vrai, c'est que quelque chose se noue de manière plus serrée à partir de Descartes. Et c'est, comme je le disais, l'anatomie d'un côté et des considérations métaphysiques sur l'esprit de l'autre. Et ce nouage va être encore plus exacerbé chez ses lecteurs, donc à la fin du XVIIe siècle. C'est pour ça que je ne me suis pas tant intéressée à Descartes lui-même, même si j'analyse des textes de Descartes, qu'est-ce qui se passe après lui. Donc voilà, c'est un peu les deux, mais l'intention polémique était primordiale. À un moment donné, tu as parlé de biologisation des sentiments. Oui. Et ça m'amène à la seconde question, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut, alors une question qui me tient à cœur par rapport à mes propres recherches, mais est-ce qu'on peut considérer que Descartes initie un cérébrocentrisme dans ce nouage, justement, entre le corps et l'esprit? Merci beaucoup pour la question. C'est, comme souvent, c'est une des formations professionnelles chez philosophes, on n'a pas de réponse simple, pardon. D'abord, il faut préciser que le rôle du cerveau dans la perception de la douleur, il était connu et affirmé depuis très longtemps. C'est traditionnel selon Galien, et Galien reprend aussi Hippocrate. Donc on trouve ça dans des éditions des aphorismes d'Hippocrate au XVIIe siècle. Il y a trois composantes essentielles pour pouvoir percevoir la douleur. Il y a bien sûr la blessure. Il y a aussi l'intégrité des nerfs qui doivent transmettre le message. Et puis il y a l'intégrité du cerveau qui, pour les médecins, permet véritablement une présence d'esprit. Et cette présence d'esprit, elle est indispensable pour la douleur. Donc on ne peut pas dire que le rôle du cerveau était minimisé avant Descartes. Ce qui est vrai, c'est que en quelque sorte, il clarifie le rôle du cerveau notamment via plusieurs expériences dont la douleur fantôme, dont on va peut-être reparler. Donc il va vraiment clarifier le rôle du cerveau, souligner ce rôle du cerveau de manière très schématique, quitte à laisser les nerfs un peu plus dans l'ombre. Et il y a un dernier tour de vis, c'est chez ses lecteurs, parce qu'en fait, Descartes dit, bon, la douleur fantôme, c'est ce qui se passe quand un amputé de l'avant-bras, eh bien, il a une stimulation de son nerf qui subsiste, pas au niveau de la main, mais par exemple au niveau du coude, et ça lui fera ressentir la douleur au niveau de la main alors qu'il n'a plus sa main. Eh bien, ces lecteurs, ils vont dire, en fait, il suffit qu'il y ait une modification cérébrale
même sans stimulation nerveuse, pour qu'il y ait douleur. Et pourquoi ils se focalisent de plus en plus sur le cerveau? Parce que ça leur permet de souligner la déconnexion entre ce que l'on ressent, et qu'on localise dans la main, et ce qui se passe vraiment dans le corps, c'est-à-dire essentiellement une modification cérébrale, qui certes la plupart du temps est suscitée par un mouvement nerveux périphérique, mais pas forcément. Donc ça leur permet de souligner l'absence de ressemblance dont j'ai parlé tout à l'heure entre ma sensation elle-même et l'état réel du corps. Donc ce cérébrocentrisme, je dirais qu'il est initié par Descartes dans une schématisation de la physiologie humaine, mais qu'il est vraiment beaucoup plus fort chez ses lecteurs. Oui. Et est-ce qu'on peut dire du coup, moi j'ai été très intéressée par le cas des membres fantômes, notamment à la page 17 où tu expliques que l'entraînement constant d'une phénoménologie de la douleur ordinaire et d'une anatomie neurocérébrale fondée sur des cas pathologiques. Est-ce qu'on peut dire que la douleur est un paradigme, devient un paradigme ou une rhétorique ou un instrument pour penser l'entremêlement et la profonde union de l'âme et du corps? Ben, je le pense, vraiment. On peut aller aussi loin ou ce serait tordre le cou au XVIIe? Je pense pas. Alors en effet, les douleurs pathologiques comme la douleur fantôme, elles jouent un rôle central chez Descartes. Et par exemple, c'est l'exemple que je mentionnais tout à l'heure, mais en plein cœur des méditations métaphysiques, il convoque la douleur fantôme. En plein cœur d'un autre texte qui s'appelle Les principes de la philosophie, il convoque l'exemple d'une jeune fille amputée de l'avant-bras. En fait, on lui a amputée alors qu'elle était inconsciente. C'est un peu bizarre, mais bon, on doit imaginer qu'on lui a fait un bandage après amputation et qu'elle ne se serait pas rendue compte qu'on lui avait amputé l'avant-bras. Et au réveil, régulièrement, elle se plaint de douleur, mais elle ne sait pas qu'elle n'a plus de main, elle se plaint de douleur au doigt. Et Descartes conclut, et il conclut, cette phrase est ajoutée dans la version française, dans la traduction française d'un ouvrage qui était originellement en latin. Cela prouve que l'on sent, que l'âme sent la douleur de la main, non pas en tant qu'elle est dans la main, mais en tant qu'elle est dans le cerveau. Donc voilà. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on compare avec d'autres explications de la douleur fantôme chez des médecins, eux ne trouvaient pas ça si évident de conclure que de dire que ça corroborait l'idée que le siège de l'esprit serait dans le cerveau et pas ailleurs. Donc il y a aussi un choix métaphysique très fort. Et Descartes, il convoque là le membre fantôme, mais il dit aussi il y a 1000 expériences qui montrent ça. Et dans une lettre, il parle des ligatures sur des nerfs qui émoussent ou suppriment la sensation douloureuse et qu'on utilisait d'ailleurs parfois de façon antalgique. Donc non seulement la douleur fantôme, mais tout ce savoir-faire chirurgical est convoqué. Et je pense que ça devient en effet de plus en plus, parce que Descartes lui mentionne la douleur, mais aussi la faim et la soif. Et chez les lecteurs dont je parlais, la douleur prend une place de plus en plus centrale, aux dépens de la faim et de la soif, mais s'ils en parlent encore un peu. Et on va retrouver par exemple, il y a un ouvrage de la fin du siècle qui s'appelle « De la connaissance de soi-même ». Et l'exemple de la douleur est sans cesse invoqué. Donc la douleur devient un moyen de se connaître soi-même et de articuler une connaissance justement médicale, la connaissance scientifique toute neuve du corps humain qu'on proposait à l'époque, avec son ressent intérieurement. Donc je pense que c'est pas du tout exagéré. Donc il y a une lecture physique des passions chez Descartes, une lecture corporelle des passions. Est-ce qu'il y a une lecture cérébrale des passions? Et est-ce qu'on pourrait l'élargir en dehors est-ce qu'on pourrait l'élargir aux autres sentiments ou passions? Alors il y a une lecture physique de tous nos états d'âme, donc ça inclut les passions, les sentiments, les sensations, toutes sortes de perceptions. Mais en même temps, Descartes tient toujours les deux bouts ensemble, c'est-à-dire que ce sentiment reste un état de l'âme, enfin de l'esprit ou un état mental. Donc il montre tout ce avec quoi ça s'articule au niveau physique, le fait que le philosophe doit prendre en compte cet aspect physique, mais pour autant il ne réduit pas à cet aspect physique. Oui, d'accord, voilà. Oui. Donc c'est plutôt une extension de l'aspect physique à l'aspect mental. Oui, et puis un nouage en fait avec cette idée d'un code entre des modifications cérébrales et nos perceptions. Mais parler de cérébralisation serait peut-être aller un peu trop loin parce qu'il y a
on noue quand même deux choses qui restent hétérogènes. Voilà. Mais de fait, Descartes a donné lieu aussi bien à des lectures très spiritualistes dans l'histoire de la philosophie qu'à des lectures matérialistes. Donc il a des lecteurs qui ont exploité chacun des deux pôles que lui tient à garder ensemble. Et puis, page 63, tu parles d'une union psychophysique centrée sur le cerveau. Et au XVIIIe siècle, il y a pas mal de médecins qui cherchent des réponses médico-philosophiques, notamment je pense à Bonnet, à Charles Bonnet, Le siège de l'âme. Est-ce que tu penses que Descartes cherchait de telles réponses médico-philosophiques? Par réponse médico-philosophique, t'entends le fait de réfléchir sur le siège de l'âme, de réfléchir sur la façon dont l'âme est disséminée le long des cordes qui représentent les nerfs, la façon dont elle est disséminée le long du système nerveux, tel qu'on le fera à la fin du XVIIIe siècle. Ben, j'ai l'impression que par rapport à ça, c'est comme s'il y avait plutôt un redéploiement de nos modalités sensorielles vers la périphérie après, alors que là, en quelque sorte, c'est l'autre mouvement en fait. Ouais. Donc je trouve que c'est assez différent avec ce qui se passe dans le vitalisme et avec une idée de la sensibilité qui ne s'articule pas du tout pareil avec l'organisme en fait, qui est beaucoup... Je pensais aussi à l'anatomopathologie. Alors là, oui. Je pensais en fait, en disant ça, je pensais aux dissections, à l'anatomopathologie. Oui, bien sûr. Puis le fait que Descartes, mais il ne voit pas ça comme des entreprises fondamentalement séparées ou qu'on n'aurait rien à faire ensemble, en effet. C'est un Descartes tel qu'on a tendance à le redépoussiérer peut-être ces dernières années, mais c'est un Descartes quand même très anatomique. Très anatomique, et ce qui va à l'encontre d'une vision commune qu'on a, mais même si les spécialistes de Descartes essayent de montrer que Descartes est tout autant un penseur de l'union de l'âme et du corps que de la distinction, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose... En fait, Descartes, c'est aussi ça qui m'intéressait en faisant ce livre, et au-delà en travaillant sur l'histoire de la douleur, c'est pourquoi a-t-on besoin de faire appel à Descartes comme repoussoir, par exemple, dans l'histoire de la douleur? Pourquoi on a besoin de lui faire dire ces choses un peu caricaturales qui nous dérangent? Pourquoi? Mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les humanités environnementales. Pourquoi on va chercher, il y a 3 ou 4 siècles, un point de départ qu'on voit comme un péché originel? Voilà, donc aussi les instrumentalisations de l'histoire des idées. C'est revient dessus. Voilà, c'est ça. Et du coup, et donc un décalage avec l'état de la recherche sur les textes philosophiques. Totalement. C'est-à-dire arriver à un point où, quand on parle de l'influence de Descartes sur la médecine, on n'étonne plus personne. Voilà, oui, tout à fait. Et du coup, je peux passer à Lamy ou Arnaud. Enfin, ce sont des textes, ils proposent des analyses de textes qui sont extrêmement intéressantes sur l'union de l'âme et du corps chez Lamy ou Arnaud. Le corps, c'est la sentinelle de l'âme, c'est le moyen finalement de conserver l'intégrité physique. Le corps, c'est là où il sonne les alarmes. Alors, c'est pas tout à fait ça, au sens où c'est plutôt que la douleur est pour l'âme une alarme qui lui permet de protéger son corps. Donc finalement, c'est pas le corps, l'alarme, qui protège l'écrin de l'âme, c'est qu'en fait, paradoxalement, le corps est la finalité, ce à quoi doit s'intéresser l'âme ou l'esprit. Et c'est quelque chose qui est très étudié aujourd'hui, c'est-à-dire que donc la douleur, ça me donne déjà une idée des limites de mon corps, mais ça m'engage aussi à m'approprier ce corps, à le considérer comme mien et à en prendre soin. Et ça, Antoine Arnaud et Nicolas Malebranche, ils insistent beaucoup là-dessus. Il y a des travaux aujourd'hui d'une philosophe qui s'appelle Frédérique de Vignemont, qui vient d'écrire un ouvrage sur le corps propre et notamment la douleur. Et elle étudie ça en dialogue avec la neurologie, justement, la manière dont, s'il y a d'autres sensations qui nous permettent de délimiter le territoire du corps propre, en revanche, la douleur, c'est vraiment ce qui fait qu'on veut protéger ce territoire. Donc là, il y a cette idée de douleur sentinelle, mais ces mêmes philosophes, dans d'autres passages, montrent bien que parfois la douleur, quand ça devient la douleur chronique, Malebranche, par exemple, écrit que quelqu'un qui est accablé d'une maladie fort douloureuse, par exemple la goutte ou les calculs rénaux, est fort malheureux, quoiqu'il soit comblé d'honneur par son prince. Donc, et Pierre Bell, celui que j'ai cité aussi à propos de l'homme à l'épingle, ironise un peu sur les douleurs des mourants en disant à quoi sert-elle donc?
et sur les douleurs des femmes qui meurent en couche en disant, eh bien là, la douleur, elle nous aura permis d'appeler la sage-femme et d'appliquer des remèdes, mais pas empêcher la mort de la femme et de l'enfant. Donc ils sont très conscients que cette fonction d'avertissement, elle marche pour les douleurs aiguës, et elle a une fonction protectrice pour les douleurs aiguës, mais qu'il y a tout un tas de douleurs qui ne rentrent pas dans ce champ-là. Et les médecins de la même époque disent à peu près ça. Par exemple, Cureau de la Chambre, qui a écrit un livre sur la douleur en 1659, dit que c'est une sentinelle qui sonne parfois l'alarme sans sujet, qui ne donne plus d'effroi que de précaution. On voit toute l'ambivalence, à la fois alarme indispensable, et on le voit aujourd'hui dans les cas de diabète avancé où on a une insensibilité à la douleur, ben, il y a une surutilisation du membre, des blessures qui ne sont pas ressenties, et ça peut conduire à des amputations. Donc c'est catastrophique de ne pas ressentir de la douleur, mais en même temps il y a ces douleurs chroniques où c'est la douleur qui devient elle-même, non plus simplement le symptôme, mais le mal à réduire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les deux en fait. Donc cette douleur sentinelle, elle n'est pas exclusive d'une autre pensée de la douleur. Plus chronique. Plus chronique que la douleur des maladies. Non, en revanche, l'usage philosophique, vraiment, dans la connaissance de soi, dans la démonstration du mécanisme de nos sensations, de la distinction corps-esprit, là, c'est toujours la douleur aiguë. La conscience de soi, c'était ma question suivante. Ouais. Mais du coup, enfin moi c'est une question qui m'a taraudée un petit peu pendant tout le livre. Est-ce qu'on peut considérer la douleur comme une voie vers la conscience de soi? Façon de prendre conscience de sa corporéité, de son rapport au monde, de son... Je le pense. C'est en tout cas comme ça que la douleur est utilisée dans les textes que j'ai cités. Et puis même ce qu'on voit dans L'homme à l'épingle que je citais, donc dans le texte qui est attribué à Cyrano de Bergerac ou à Jacques Rau, c'est qu'il considère que peut-être la douleur est le type de sensation inaugurale qui nous permet de délimiter ce qui est propre à nous et intérieur, toujours en interaction avec quelque chose qui est extérieur, donc l'épingle, et au milieu notre corps qui est ni l'un ni l'autre en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire des sensibilités et de l'empirisme, on cite souvent l'exemple de la statue de Condillac. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Donc c'est Condillac, donc au XVIIIe siècle, qui met en scène une statue qui, si elle sentait une odeur de rose, n'imputerait pas cette odeur à la rose extérieure, mais serait odeur de rose. Donc avec une sensation qui fait qu'on se mélange à notre environnement en quelque sorte. Bien là, bien avant, on a plusieurs décennies avant, on a la douleur pour nous montrer exactement l'inverse. Que spontanément, comme la douleur elle est subie, on attribue la cause de la douleur à quelque chose qu'on voit comme extérieur à nous et qui est passivant par rapport à nous, mais qui nous permet aussi d'éprouver des choses qu'on sait nous appartenir et ne pas être observable de l'extérieur, ne pas être complètement partageable par les autres. Donc je pense que oui, c'est une voie d'exploration de la... Du coup, la douleur permet mieux d'explorer la limite entre soi et le monde que le plaisir. Enfin, il y a des passages quand même sur douleur-plaisir. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Ouais. Et est-ce qu'elle est plus performative pour cette différenciation et cette connaissance des limites entre soi et le monde que le plaisir, sachant que la frontière est très mince? Ouais. Alors ce qui est assez intéressant, alors ça dépend des philosophes que j'étudie. Il y en a qui disent quand même que la douleur elle a une dimension plus motivationnelle, motrice que le plaisir, parce que le plaisir on peut l'ignorer. Par exemple, on peut abandonner une poire délicieuse qu'on est en train de grignoter pour se consacrer à des méditations spirituelles. En revanche, le philosophe qui est mis en scène piqué par une épingle sous les doigts, il était en pleine méditation et là il est obligé de s'interrompre. Voilà. Donc ça montre aussi l'humaine condition que tous les philosophes partagent avec l'homme qui ne sait rien et qui s'éveille à la vie. Donc il y a des philosophes qui soulignent ça. Il y en a d'autres aussi qui ont l'air de considérer que ce qu'ils disent pour la douleur vaut pour le plaisir, que les deux ont la même dimension motrice. Mais à chaque fois qu'ils parlent de l'articulation entre corps et esprit, de l'articulation entre le physique et le mental, eh bien, ils vont prendre des exemples de douleur. Donc en fait, il y a un traitement dissymétrique comme exemple paradigmatique de douleur et de plaisir, même si ce n'est pas forcément théorisé comme ça. Et que ça pose pas mal de questions. Ça pose pas mal de questions. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin depuis un article important de
1968 de Melzack et Ekazi, on distingue 3 dimensions dans la douleur. La dimension sensoridiscriminative, les informations qu'elle nous donne, j'ai mal ou à la main, puis c'est une douleur du type piqûre ou brûlure. La dimension affective et motivationnelle, donc ça me pousse à agir. Et une dimension cognitive aussi, parce que selon l'attention qu'on prête à notre douleur, la manière dont on l'interprète, on ne va pas la ressentir de la même manière. Et là, on voit que les 2 premières dimensions, elles sont bien prises en compte solidairement par ces philosophes. Je vais revenir 2 minutes sur le cas du membre fantôme. Tu l'as dit, j'ai mal à la main. Et dans le cas du membre fantôme, j'ai mal à moi finalement. Est-ce qu'on peut... Enfin, j'ai mal à... justement, j'ai mal à mon être. Alors justement, la sensation de douleur, elle a un contenu informatif, irréductible. Et quand j'ai mal à la main, j'ai mal à la main. Après, la cause physiologique immédiate de mon mal à la main, là, je peux me tromper dessus, en fait. Mais et d'ailleurs, les médecins le soulignent aujourd'hui, ils disent c'est catastrophique de dire que quelqu'un qui a mal au talon parce qu'il a une sciatique n'a pas mal au talon. Oui, ok. Alors on aurait tendance à dire, bah non, t'as mal au dos. En fait. Voilà, c'est ça. Non, c'est ça, c'est la cause. Et donc, il y a une... Et même, on dit aujourd'hui que l'Association internationale d'études de la douleur définit la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage corporel ou à une lésion ou qui nous évoque une lésion. Donc même s'il n'y a pas de blessure, la douleur, elle est réelle en fait. Oui. Et ce que je trouve très fort chez Malebranche, c'est qu'à la fois il dit, en fait, la cause proximale, c'est-à-dire qu'il suffit d'une modification cérébrale pour avoir une douleur dans un membre fantôme. Donc, il montre bien le décalage entre le processus physiologique et ce que je ressens, mais ça ne lui conduit absolument pas à dévaluer, à traiter comme une illusion la douleur fantôme. Les blessés qui ont mal dans leur membre fantôme, ils ont réellement mal. Et leur douleur leur donne réellement une information qui localise la douleur dans la main. Et ça, je trouve ça assez fascinant de tenir les deux ensemble, en fait. De ne pas déréaliser la douleur, tout en montrant l'écart avec l'état réel du corps. Et d'où l'intérêt de faire de la douleur un état subjectif. Oui. Pour montrer qu'elle s'impose à nous, comme ça, avec les informations sensorielles qu'elle nous délivre en tant que telle. Et du coup, si on fait le parallèle avec, parfois tu l'abordes, la souffrance mentale, la douleur mentale, elle est alerte, elle est sentinelle aussi. Quel est le lien entre les deux? Enfin, quand on a mal, on est malheureux. Ouais, c'est là où il parle de tristesse. Alors nous, ça nous fait très bizarre aujourd'hui. Et c'est étrange. Ouais. Mais en fait, on ne parle pas de souffrance, ou alors on en parle, c'est le verbe souffrir. Oui. Mais il souligne par rapport à douleur et tristesse les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui par rapport à douleur et souffrance. C'est-à-dire qu'ils disent que techniquement, la douleur, ça devrait être resserré sur ce qu'on appelle douleur corporelle ou sensible, mais que dans le vocabulaire, et garder tristesse pour la passion de l'âme, et effectivement, le plus souvent, la douleur, elle cause la tristesse. Il y a même des médecins qui disent que la tristesse peut causer la douleur. Oui. Donc attention, évitez les passions, évitez les choses blessantes, enfin, qui peuvent vous bouleverser, sinon vous pouvez développer des douleurs. Mais le problème, c'est que dans l'usage ordinaire, on a tendance à utiliser douleur en sens large, parler de la douleur de la perte d'un ami, etc. Oui, et donc, il souligne vraiment le même problème terminologique. Aujourd'hui, on dit la douleur, dans les manuels de médecine consacrés à la douleur, aux soins palliatifs, mais la douleur, ça répond à la question où j'ai mal, et la souffrance, ça correspond à combien je suis mal, en fait. Donc, quelque chose à la fois plus global, mais pas seulement psychologique, parce qu'on souligne effectivement qu'il y a toujours quelque chose de physiologique qui se passe. Le care en médecine, c'est tant la douleur liée à la maladie que la douleur mentale. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on veut à la fois montrer que parfois on peut avoir une vraie douleur sans avoir une blessure, en tout cas une blessure qu'on arrive à identifier. Mais on ne veut pas non plus que se mettre à dissocier complètement le corporel et le mental. Alors, sur les débats avec Leibniz, moi j'ai eu un doute, Leibniz c'est complexe. Et sur les débats avec Leibniz, donc il fait finalement dans la prise en considération de la douleur, il fait intervenir une harmonie préétablie. Il fait, et du coup, la douleur, comment s'insère-t-il dans ces débats?
par rapport à la métaphysique, par rapport à la place de Dieu, elle est utile, comment est-ce qu'il s'insère dans l'ensemble de ces débats? Ce qui est assez paradoxal pour nous, c'est que donc Leibniz, c'est un philosophe allemand qui a beaucoup écrit en français, enfin plus en latin, mais beaucoup en français, et qui a fait des séjours en France, et pour lui, c'était très important d'être lu par les cartésiens dont j'ai parlé. Et donc, quand il a proposé son système de l'harmonie préétablie, c'était comme une meilleure solution, une meilleure explication de l'union de l'esprit et du corps que celle de Descartes. Il voulait vraiment être discuté par Malebranche, Arnaud, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et sa solution, c'était que, en fait, la suite de nos perceptions et de nos pensées, et la suite de nos mouvements, eh bien, n'interagissent pas, mais juste se répondent. Et il disait, la douleur, c'est simplement la représentation de la blessure, qui est concomitante à la blessure. Et les cartésiens disaient absolument pas, puisque c'est elle qui nous avertit et qui nous... En fait, on ne se représente pas la blessure, c'est on a mal et après on prend conscience et là on peut se représenter la blessure. Donc pour qu'elle nous avertisse de quelque chose, elle ne peut pas être juste concomitante. Donc voilà, donc ça c'est un peu le débat plus technique. Mais Leibniz c'est aussi l'auteur d'une théodicée donc, qui cherche à répondre au problème du mal et de l'impression d'injustice dans le monde. Donc le mal, c'est à la fois les maladies, donc l'injustice, le mal aussi qui nous punit du péché. Eh bien la douleur, elle occupe une place évidemment dans ces débats, mais une place qui n'est pas si importante. Et surtout, tous les gens... Moi, je n'ai pas voulu lui accorder trop de place parce que, généralement, quand on s'intéresse à la douleur au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, on s'intéresse à la douleur dans une perspective spirituelle et théologique. Et ça conduit toujours à minimiser le versant médical, à minimiser le versant physique. Moi, j'ai voulu plutôt compléter les travaux existants en développant l'autre aspect. Et Leibniz, alors lui, ce qui est intéressant, c'est que ces exemples, c'est pas du tout des exemples de douleur. Lui, c'est des exemples d'idées de couleur, parce qu'on voit bien plus l'aspect représentationnel. Voilà. Et il dit, mais en fait, la douleur, elle n'a pas tant une place centrale dans notre vie. Et puis, elle ne nous avertit pas, parce que quand on a mal, le mal est fait, c'est trop tard. Donc éventuellement, ça nous évite pour plus tard, ça nous endurcit le corps. Et il estime aussi avec les stoïciens, et là il se raccorde plus à Descartes qu'à ses lecteurs, qu'on peut être heureux au milieu des plus intenses douleurs. Voilà, donc l'esprit peut surmonter ces douleurs. Voilà, c'est ça. Et ce qui est faux, c'est que Malebranche, Antoine Arnaud, théologiens, eux, ils n'estiment pas qu'on puisse prendre le dessus. C'est-à-dire que pour eux, ce câblage douleur et système et corps, c'est quelque chose qui a été créé par Dieu pour qu'on prenne soin de notre corps et il faut l'écouter en fait. On ne peut pas juste le négliger. Prendre soin. Exactement. Ça rappelle Memento Mori, ça rappelle la finitude. C'est ça, puis ça montre que la raison ne peut pas tout, qu'elle doit parfois s'effacer. Voilà. D'accord. Alors les débats sur les animaux, c'est vraiment très intéressant avec la place de l'âme, tout ce dont tu parles dans le chapitre sur la sentience. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que durant l'âge classique se pose la question d'une communauté d'âme entre l'humain et l'animal? Ou est-ce que là encore ce serait aller trop loin, ce serait rétrospectif? C'est pas... Alors la sentience, c'est la capacité dont on parle beaucoup aujourd'hui, la capacité des animaux à faire des expériences agréables ou désagréables. Et on le sait généralement, Descartes dit que les animaux n'ayant pas d'âme ou d'esprit, ils n'éprouvent pas véritablement le sentiment, l'état mental qu'on appelle douleur. En revanche, tout ce qui est physiologique, on le partage avec certains types d'animaux. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que certains de ses lecteurs, Descartes, ne sont pas d'accord forcément avec lui. Donc il y a plusieurs positions qui sont adoptées. Et que de toute manière, l'opinion majoritaire au XVIIe siècle comme au XVIe siècle, c'est que les animaux, ils éprouvent quelque chose comme de la douleur. On voit parfois, il y a des comptes rendus de dissection, de vivisection qui sont... sur l'émotion quasiment. Voilà, c'est ça, et qui montrent que des cris sont pris comme des marques évidentes de douleur. Mais là où ils sont embêtés, ces philosophes cartésiens, c'est que pour eux, sentir de la douleur ne va pas sans la conscience de sentir de la douleur. Donc si on disait que les animaux sentaient de la douleur, il faudrait leur donner une forme de réflexivité sur leurs propres sensations, qui paraît plutôt propre aux humains. Donc ils se demandent, pour Leibniz en revanche, les animaux ils sentent de la douleur, mais ils n'en sont pas chagrinés.
Donc là, il y a bien une strate émotionnelle réflexive qui est propre aux humains. Mais je dirais que l'opinion majoritaire, c'est qu'on partage la sentience avec les animaux. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, le problème n'est pas du tout réglé, parce que à quoi ressemble la douleur d'une chauve-souris? Bien sûr qu'elle ressent de la douleur, mais quel est le rapport entre la douleur de la chauve-souris, ce que ça lui fait d'avoir mal à la chauve-souris, et notre douleur, étant donné son propre système neurocérébral? Et de même, nous aujourd'hui, nous faisons un lien très fort entre nos croyances sur la sentience animale et le comportement, le sort qu'on fait subir aux animaux. Et à l'époque, on voit que parmi ceux qui pratiquaient des vivisections, il y en avait bien qui pensaient que les animaux éprouvaient de la douleur et qu'ils avaient même une âme. Donc il n'y a pas forcément de connexion systématique entre le comportement qu'on a à l'égard des animaux et les croyances d'arrière-plan sur ce que ces animaux sont capables de ressentir ou pas. Donc je pense que parfois il faut faire attention à ne pas passer d'une conviction, par exemple Malebranche estime que le chien n'a pas mal quand il crie, pas véritablement, mais par contre il a tout l'outillage instinctif qui correspond à la douleur en nous, mais il estime quand même que ce serait être cruel que d'infliger des tourments volontairement. Donc voilà, ça ne prescrit pas forcément une attitude pratique vis-à-vis des animaux. Mais c'est de l'observation. Ouais. Je propose de laisser la parole à la salle. Vous pouvez... Oui. Vous avez souligné que plus vous entrez dans les détails des textes anciens, plus le dialogue avec les praticiens aujourd'hui était fécond. Et je voulais savoir comment s'était mené ce dialogue et en fait, ce qui avait abouti de ces échanges que vous avez pu avoir avec eux. Comment eux ont entendu et vous, comment ça a pu nourrir le rapport que vous avez à ces textes du XVIIe. Alors, merci beaucoup pour cette question. Alors tout d'abord, j'ai toujours évidemment une curiosité pour l'anatomie, la biologie et aimé travailler au croisement des deux. Et d'abord, les connaissances contemporaines, ça m'a permis de cartographier mes disputes entre mes philosophes du XVIIe siècle. C'était tellement touffu, ces publications, que d'abord je me suis rendu compte que ça correspondait à un débat aujourd'hui en philosophie de l'esprit, en philosophie de la douleur, entre la conception fonctionnaliste et la conception représentationnaliste. Donc au début, c'était simplement un cadrage, une manière d'ordonner. Puis je me suis rendu compte que ça permettait aussi de prendre au sérieux ce que ces philosophes disaient. Par exemple, ce que j'étudie dans le chapitre 5, c'est un débat entre Pierre Bayle et Antoine Arnauld. Et généralement, on dit « Ah oui, c'est vraiment très vif cet échange, très venimeux. » Et il y a beaucoup d'arguments ad hoc, c'est-à-dire déployés juste pour critiquer l'adversaire. Et en fait, une fois qu'on est au courant d'arguments employés aujourd'hui en philosophie de la douleur, on se rend compte que c'est pas si ad hoc que ça, et que par exemple quand Bayle propose de déconnecter l'aspect désagréable de la douleur, ce qu'on dirait en anglais aujourd'hui, le painfulness of pain, du contenu sensoriel, c'est des propositions qui sont faites aujourd'hui. Donc ça m'a permis aussi de prendre au sérieux, en voyant qu'il y avait une véritable fondation expérientielle, une observation qui pouvait rendre compte de ces arguments qu'ils proposaient. Ce n'était pas seulement des jeux d'esprit abstrus pour philosophes. Oui, alors bon, j'annonce tout de suite, c'est plus simple, hein. Moi je suis médecin, j'étais pédiatre, je m'occupais de nouveau-nés, donc non, mais c'est quand même mieux pour vous donner la question, parce que nous, on a la douleur, moi j'ai vraiment vu l'irruption de la douleur dans ma carrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde s'est focalisé sur la douleur. Alors ça a été beaucoup. En fait, c'est l'apport des anesthésistes, hein, en grande partie. Hein, c'est eux qui ont été efficaces à ce niveau-là. Mais je me souviens très bien que, si vous voulez, on a toujours essayé quand même, dans notre pratique, malgré tout, d'objectiver. Et en particulier, moi j'ai vu apparaître des scores de douleur, mais une quantité de scores de douleur, en particulier chez les nouveau-nés. Il y avait le score Edine, avec un certain nombre de... Et alors, il y a même eu une expérience assez amusante, si j'ose dire, c'est qu'un jour, on a dit, bah tiens, justement, on traitait de la douleur dans une réunion de pédiatres, on a dit, bah tiens, on va faire
une enquête auprès des infirmières et des médecins. Alors ça a été très amusant, le résultat, on a fait une analyse lexicographique des textes qu'on avait, et on s'est rendu compte que les infirmières disaient « Ah oui, depuis qu'on a des scores de douleur, les médecins sont quand même beaucoup plus attentifs quand on leur dit que les enfants ont mal. » Alors ça a été quand même, c'était ça. Alors l'objectivation aussi, pour moi, elle est venue effectivement des images. Parce que si vous voulez, autant, enfin moi je suis toujours un peu défendu cela, c'est que la douleur au début, elle était plutôt naturaliste, c'est-à-dire c'était le chaman, c'était l'animal totem, c'était tout ça. Puis il y a eu Dieu, donc alors là c'était, on avait insulté Dieu, on n'était pas bien, il nous envoyait de la douleur et tout ça. Puis maintenant c'est un objet scientifique, c'est-à-dire que c'est un scanner, c'est une IRM, comme vous avez dit, hein, tout à fait. Enfin, j'ai vraiment vécu, enfin pour moi, si vous voulez, c'est une chose qui est devenue évidente. C'est-à-dire que bon, maintenant c'est vraiment un objet scientifique. On fait effectivement, et donc on veut localiser, on veut interpréter sur le plan, par exemple, les électroencéphalogrammes. On va faire des électroencéphalogrammes quand tout ça. Et je pense qu'il y a quand même une très forte tendance. Alors bon, c'est pas votre sujet puisque on est au XXIe siècle, mais ça a quand même toujours été chez les médecins de vouloir objectiver quand même cette douleur. Et même par exemple quand on donne des représentations. Et alors est-ce que aussi, bon, la question que je me suis posée très récemment, est-ce qu'en fait la douleur n'est pas un sens, en définitif, avec le triangle sémiotique, on part d'un signal, en fait, parler d'un signal, vous piquez quelqu'un, il y a un signal, ce signal est transmis, il est codé, il y a un codage qui est fait, pour moi le signifié c'est un codage, et le signifiant bah, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, ça pique, ça brûle, voilà. Donc, est-ce que, en fait, enfin, ma question c'était plutôt, est-ce que cette objectivation et pas quelque chose qui est une forte tendance, alors peut-être c'est une tendance sociale, ça c'est possible, parce qu'effectivement, les nouveau-nés, ils ne s'exprimaient pas forcément, enfin, je ne pense pas qu'ils conceptualisaient en disant c'est une douleur, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une tendance chez nous, les humains, à vouloir absolument objectiver. Ouais. Ben, merci beaucoup de votre question. Ça me permet de nommer les 3 neurologues dont j'ai parlé qui ont vraiment été extraordinaires. Donc c'est Nicolas Danziger, Luis Garcia-Larrea et Patrick Mertens, qui est neurochirurgien, lui. Et justement, Luis Garcia-Larrea, qui travaille dans l'équipe NeuroPain d'un centre de neurosciences à Lyon, et il dit qu'il doit toujours se battre contre l'idée de signature cérébrale. C'est-à-dire qu'on veut identifier une imagerie qui soit une espèce de photo d'identité de la douleur qui permet de dire « Ah, le patient, il a cette imagerie-là, ça veut dire qu'il a bien mal ». Et en fait, l'état des recherches sur la douleur, donc je parle sous son contrôle, parce que je ne suis évidemment pas spécialiste, mais montre plutôt une cartographie très, très complexe des régions impliquées, qu'on appelle la matrice douleur, où on voit que c'est pas seulement la zone sensorielle, mais aussi, ce que je disais, c'est aussi une émotion, etc. Et que c'est pas forcément un état cérébral qu'il est facile de distinguer d'autres types d'émotions, etc. Donc il y a une illusion à vouloir trouver la signature cérébrale, et effectivement il y a toujours cette tendance à vouloir objectiver, mais ce qui est un peu dramatique, c'est que normalement dans les formations des médecins il y a au moins 24 heures consacrées à la douleur, souvent il y en a 8 au mieux. Mais en revanche, quand on lit les manuels, c'est très bien fait, et il y a cet avertissement de ne pas vouloir objectiver à tout prix. Donc les spécialistes de la douleur essayent de faire entendre ça, mais il y en a effet une grosse tendance de fond qui disent si on ne voit pas l'image, si on ne peut pas objectiver, ça veut dire que c'est psychosomatique. Mais pas forcément. Oui. D'abord, on le sait bien, pour être allé 300 ans en arrière, que les images et les techniques à un moment donné ne montrent pas tout. Par exemple, quand il y a des surréactions au niveau moléculaire, en fait, ce qu'on voit, c'est que les médecins du XVIIe siècle s'appuient beaucoup sur l'Antiquité,
où il y avait déjà des usages de moyens un peu antalgiques, ce qu'on appelait des anodins, c'est-à-dire anneaux du nez, sans douleur. Toute une connaissance du système neurocérébral et des ligatures qui étaient pratiquées. Et chez les Arabes aussi, il y avait au Moyen-Âge cette connaissance de la douleur qui est complètement intégrée au XVIe, XVIIe siècle et qui nourrit la suite. Et donc le christianisme n'a pas changé fondamentalement la manière médicale de concevoir la douleur et de la traiter. Et ce qu'on voit, c'est que par exemple, il n'y a pas d'interdiction de l'opium dans les ouvrages médicaux qui est imputée qui est reliée à la religion et à la nécessité de souffrir. C'est juste la question généralement de la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire le dosage étant compliqué, les molécules n'étant pas isolées. Donc j'ai l'impression que rétrospectivement, on voit l'histoire de la douleur comme des grandes phases très marquées, très différentes, où on attribue un rôle causal très fort aux grandes idées, aux grandes croyances sur le monde, l'esprit. Et en fait, il y a une grande continuité, et les discontinuités sont plutôt liées à l'histoire des techniques. Par exemple, le début de l'anesthésie, le fait d'isoler les molécules. Donc finalement, c'est assez marrant de voir une grande continuité technique, médicale technique, malgré une grande discontinuité des systèmes religieux, de croyances. D'accord. Ouais. D'accord. Oui. Bien, oui. La question que je vais poser, c'est autour, on va dire un peu à Descartes. Hein. Et Descartes est bien sûr la suite, hein, c'est ça qui est intéressant, bien entendu. Bon, Descartes, effectivement, il y a le dualisme. On attribue souvent à Descartes un dualisme à tort, d'ailleurs, comme vous dites, c'est un petit peu un aspect qu'on se fabrique, etc. Vous voyez bien, parce que Descartes, fondamentalement, insiste sur l'union substantielle de l'âme et du corps. L'homme vrai, dans la méditation, l'homme vrai, c'est bien l'union de l'âme et du corps. Bien. Et puis, mais chez Descartes, cela est toujours présenté comme un mystère, irréductible, effectivement, à l'esprit, à la clarté, la distinction. C'est bien sûr uniquement la substance pensante et puis la substance étendue, mais l'union reste un mystère. Or, je demande si ce n'est pas à la fois ce qui fait ce qui a permis ensuite toutes les interprétations et ce qui fait peut-être encore la force, moi, de la chose. Parce que d'une part, toutes les interprétations, ben effectivement, puisque c'est un mystère, on peut tirer soit du côté anatomique, soit du côté spiritualiste. Mais on a vu cela. Mais en même temps, la force, parce que c'est ce que vous rappeliez tout à l'heure, enfin que Cécile rappelait, c'est la dimension toujours subjective de la douleur. Il y a une dimension irréductible de la subjectivité. Bien, je ne peux pas, autrui souffre, je vois, j'ai des signes, mais moi je ne peux pas dire exactement comment il souffre. C'est quelque chose qui est vraiment subjectif, qui reste de l'ordre du vécu. Du vécu. Alors on a beau, effectivement, maintenant on va discuter là, bien nous dire quand on souffre, dites un peu si c'est 1, 2, 3, 4. L'échelle. Je ne sais l'échelle, je ne sais pas du tout. Je ne peux incapable de me situer. Il y a cette dimension subjective. Alors bien sûr, l'intérêt de la douleur par rapport à d'autres formes représentationnelles, par exemple la couleur. La couleur, effectivement, fait moins intervenir le corps immédiatement. La douleur, il n'y a rien à faire, le corps est là. Le corps est là. Bon, c'est bien, il y a bien l'union de l'âme et du corps, et c'est le corps qui, effectivement, apparaît de manière irréductible. Oui, c'est sûr, et ça, c'est quelque chose de mystérieux, nous dit Descartes, mais c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas connaître par une connaissance claire et distincte, mais en revanche, on le connaît par expérience et on l'éprouve par expérience. C'est ce qu'il dit dans les lettres à Elisabeth aussi. La 6e méditation. Il dit, certes, c'est du confus, mais c'est du robuste en fait, c'est du irréductible. Et qui réintroduit la finalité, qui est exclue de la connaissance claire. Et en vous écoutant, je me rends compte que c'est aussi un certain décalage avec les corpus médicaux de l'époque, parce que justement Descartes insiste sur le fait que la douleur est quoi de plus intérieur, de plus intime que ma douleur, hein, il le dit comme ça. Alors que dans les corpus médicaux, mais aussi des écrits du fort privé, des correspondances, on voit bien qu'il y a ce possible décalage entre ce que ressent quelqu'un et ce qu'il exprime, ou qu'on croit qu'il exprime, donc les signes de la douleur, mais pourtant la douleur elle est toujours vue en situation sociale. Et on considère par exemple qu'un bébé qui crie ou qui se tord, il a mal en fait.
Donc il n'y a pas de douleur sans signe de douleur. Et c'est vrai que Descartes, il va d'abord exploiter l'aspect évidemment subjectif, méditatif bien sûr. Par rapport à ce que vous disiez sur les échelles de la douleur, le problème c'est un mésusage. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est de pouvoir comparer l'efficacité d'antalgique entre le moment où on est entré à l'hôpital et 2 jours après. C'est pas d'objectiver une douleur, en fait. Et voilà. Et c'est toujours pareil, on a un outil qui aide, c'est ce que vous disiez, à attirer l'attention sur l'importance du témoignage du patient et du fait qu'on ne peut pas se passer de ce que le patient a à dire pour savoir ce qu'il éprouve. Et en même temps, on a toujours tendance à tirer ces outils vers donc une systématicité, c'est nécessaire, mais vers une interprétation objectivante qui en dévoie l'usage, en fait. C'est pas une photographie de la douleur, l'échelle. C'est quelque chose qui permet de suivre l'évolution, l'efficacité des médicaments. Et quelque part, ça permet aussi de ne pas, comment dirais-je, être dans l'émotion soi-même. Parce que si on est dans l'émotion tout le temps pour ces patients, ça devient très difficile, la médecine devient très difficile à exercer. Donc forcément, on prend du recul, ça nous permet de prendre du recul, parce qu'on ne peut pas non plus intégrer, si on intègre aussi, on ne va pas s'en sortir. Et puis selon la manière dont on se projette ou pas dans un patient, dont on se sent loin de lui ou pas, culturellement, socialement. Oui, tout à fait, complètement. Mais je vous conseille vraiment de regarder les web. Ouais, surtout, enfin non pas surtout, mais c'est chapitré, donc vous pouvez trouver très vite le thème qui vous intéresse en fait. Parce que ça renvoie à tout ce qu'on est en train de dire et que je dis sous contrôle. Non. Donc vous aviez levé le bas, allez-y. Oui, bonsoir, merci pour cette question. Il me semble qu'au niveau étymologique, douleur et deuil ont la même racine. Est-ce que vous avez quelque chose peut-être à tirer de ce côté-là Non, pas du tout. Pas du tout, parce que ma manière d'analyser les textes, c'est vraiment de voir quelle est la fonction argumentative d'un mot, le phénomène que décrit ou que caractérise, enfin que vient nommer ce mot. Donc en fait, je ne cherche pas à faire une analyse, notamment via l'étymologie, du concept de douleur percée en voyant son lien par exemple avec le deuil, mais vraiment de voir comment est mobilisé le mot douleur, comment est illustré le mot douleur, quelles sont les expériences concrètes qui sont mobilisées, par exemple les instruments de douleur qui reviennent le plus souvent. Donc je me tiens vraiment à distance de cette autre manière qu'on peut avoir d'interroger la douleur, notamment via le langage. Et ce que je trouve intéressant, c'est les essais de codification de l'usage du langage, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à douleur et tristesse. C'est-à-dire que les philosophes sont conscients que parfois ils essayent de dire qu'il y a un usage propre et un usage impropre, mais ils tiennent compte de l'usage courant du langage non philosophique et ils sont conscients que ça déborde et ça ne recoupe pas exactement leur cartographie conceptuelle. Parce que je me disais en vous écoutant, il y a cette union entre le corps et l'âme. Le corps, il est fini, dans la mesure où il n'est pas infini comme l'âme peut l'être dans les représentations. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Peut-être, parce que l'âme, après la mort, peut, avec la religion, la transcendance, se retrouver. Ouais. Et du coup, je me disais, est-ce que peut-être il n'y aurait pas de ce point de vue-là, en voyant ma première question, quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est justement ces philosophes, parfois théologiens, ont développé des considérations très similaires à celles de ces philosophes, parfois aussi médecins, où on a l'impression que la question, finalement, là il y a quelque chose qui nous est prescrit par notre constitution humaine, qui est un composé d'esprit et de corps,
Et ce qui nous est prescrit, c'est de prendre soin de notre corps. Peu importe. Et il y a vraiment une prise de distance. C'est quelqu'un, une spécialiste de littérature qui s'appelle Antoinette Gimaret, qui a écrit sur l'ordinaire, l'extraordinaire des croix, et elle montre qu'il y a une prise de distance par rapport aux martyrs qui se joue à partir de la fin du XVIe siècle, et qu'on a tendance à penser qu'il faut écouter ces douleurs, ne pas chercher à les susciter volontairement. Donc la foi en l'immortalité, ou en la pérennité de l'âme, même en la résurrection, n'a pas d'impact dans les textes que j'ai étudiés immédiats sur la manière sur la place de la douleur dans l'anthropologie philosophique. Voilà, je dirais ça comme ça. Donc évidemment, il y a des passages de leurs œuvres qui sont dédiés à d'autres aspects de l'existence, aux soins de l'âme, aux méditations, à la capacité à s'abstraire de la vie matérielle. Mais ça ne rend pas moins significatif et prégnant ces exemples triviaux de douleurs que j'ai analysés. Et je pense que c'est un des problèmes, c'est qu'on a toujours le filtre de la religion. En fait, notre histoire des idées, on l'a construit essentiellement avec l'histoire des grandes représentations religieuses ou des croyances. Et donc on laisse de côté l'histoire des techniques, on laisse de côté des discours plus savants, plus complexes, qui sont aussi plus durs à exhumer et à lire et interpréter aussi pour nous aujourd'hui. Donc, mais ça ne veut pas dire que ces discours n'existent pas, ça veut dire que moi j'ai voulu justement compléter par une dimension qui était moins prise en compte. Fred. Oui, j'avais deux questions qu'on peut éventuellement corréler, en plaçant effectivement mes questions dans le contexte du XVIIe siècle et donc de Descartes et de ses successeurs. C'est d'une part, visiblement l'étude de la douleur se fait in vivo, puisque ce sont des gens vivants hein, sur lesquels on peut tester la douleur, contrairement à des dissections qu'on peut faire sur des corps morts, on voit le fonctionnement du corps. Donc quand on voit la douleur, on est sur des êtres vivants. Je suppose que effectivement, par rapport à des exemples que vous avez relatés, ce sont des personnes qui avaient subi des traumatismes ou des amputations et tout ça. À cette époque-là, il y avait pas mal de guerres et effectivement, ils ont pu avoir un terrain, entre guillemets, expérimental et donc l'élaboration d'une nouvelle science qui va se constituer à partir de ce phénomène de la douleur sur des êtres vivants, entre guillemets, donc sur le siège de fonctionnement entre le corps et l'âme. Donc, c'est un premier point à partie de ma question. La deuxième partie, c'est sur la mémoire de la douleur, vue à ce moment-là. Parce que c'est l'intégration de cette douleur et sa prolongation en tant qu'expérience qui va aussi modifier profondément, on va dire l'âme, si on le place dans le contexte des autres, en tout cas sur l'esprit de la personne et sur son évolution ultérieure. Voilà. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Ben, en effet, la question de la chirurgie militaire, elle est centrale et de fait, c'est toutes les époques, les moments d'accélération, de découverte ou d'innovation biotechnologique, c'est des moments de guerre. La Première Guerre mondiale, les guerres de religion au XVIe siècle. Et en fait, on a parfois oublié des auteurs qui ont beaucoup parlé de la douleur fantôme à l'époque, enfin au début de l'époque moderne, parce qu'ils en parlaient dans des traités qui s'appelaient traités des arquebusades, donc sur les blessures par arme à feu. Et c'est ce que je montre dans le livre, c'est quelqu'un qui s'appelle Laurent Joubert qui a écrit un traité comme ça, et c'est là où il envisage une hypothèse. On l'a complètement oublié de l'histoire de la douleur, parce qu'on ne fait pas attention à la typologie des publications et aux spécificités de l'histoire intellectuelle, de l'histoire des techniques à cette époque. Et donc le médecin que je citais à la fin, dont le chapitre était intégré à l'encyclopédie d'Hilary d'Alembert, lui aussi parle de la douleur des soldats. Il dit on voit bien qu'une modification cérébrale suffit à occasionner la douleur, on le voit dans la convulsion des soldats. Donc vraiment, la question militaire, elle est centrale. Après, on n'a pas l'impression d'une expérimentation, bien sûr, sur les patients. Les récits d'Ambroise Paré dans ses voyages, quand c'est ma collègue Ariane Bell qui a étudié ça en particulier,
voit un discours compassionnel où on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord, mais après on essaye de réchauffer le soldat, après amputation, de le nourrir petit à petit, etc. Donc voilà, c'est aussi un type de discours qui ne ressemble pas du tout à aux ouvrages et aux lectures qu'on pourra trouver à partir des essais d'inoculation à partir du XVIIIe siècle. Donc ça a aussi voilà, dans la publication, les choses ne sont pas décrites de la même manière. Par rapport à la mémoire de la douleur, ce qui est très intéressant, c'est que justement cet homme qui s'éveille à la vie adulte ne sachant rien, Jules César bébé, quand ils prennent des exemples de douleurs fonctionnelles aiguës, ces philosophes font comme si ressentir de la douleur bébé ou à 40 ans, c'était ressentir exactement le même type de douleur. C'est comme, parce qu'en fait ce qui les intéresse, c'est souligner l'universalité de ce sentiment, de cette sensation. Alors que quand on voit les récits des médecins, ils font très attention à l'anamnèse des patients, l'histoire dans la longue durée. On a par exemple un modèle de consultation à distance de 1637 pour pallier le manque de médecins compétents hors des grandes villes, par Théophraste Renaudot, qui est à la fois médecin et fondateur de l'un des premiers journaux en France, Gazetier, la Gazette. Et donc on a un petit texte où on voit que la douleur joue une très grande place dans le formulaire pour faire un diagnostic et sur de très nombreuses années. Donc il y avait cette volonté d'adapter à la particularité d'un chemin de vie, de prendre en compte pour le diagnostic et pour la thérapeutique. Mais chez les philosophes, c'est un homme adulte qui s'éveille à la vie, c'est Jules César bébé, et comme si ça ne modifiait pas substantiellement. On retrouve par contre la différence individuelle quand il parle de l'homme accablé de gouttes, l'homme accablé de migraine, voilà, pour les douleurs chroniques. Mais c'est vrai que c'est assez fascinant, comme si ça court-circuitait complètement le rôle de la mémoire dans le ressenti douloureux, alors qu'on sait bien que c'est fondamental. C'est quand même étonnant de la part des philosophes de ne pas avoir intégré une expérience qui est faite par les médecins eux-mêmes à la même époque. Bah, en fait, c'est pas qu'ils l'ont pas intégré, c'est qu'ils veulent vraiment c'est pas qu'ils n'en sont pas conscients par ailleurs quand ils réfléchissent justement à ce qui nous rend malheureux, à des douleurs qu'on ne peut pas, qui empêchent de travailler. Leibniz avait lui-même la goutte. Voilà, ils étaient tous dans des conditions physiques plus ou moins. Voilà. D'autres disent mais Pierre Bell travaille trop, il va s'épuiser, il va en mourir, il fait pas assez de pause. Enfin bref. Mais ce qui les intéresse, c'est le mécanisme anthropologique tout nu, le plus universel possible, qui caractérise tout humain dès son plus jeune âge. Donc en fait, c'est presque un processus de séparation chimique, en fait. Ils veulent aboutir à cette expérience-là. C'est la douleur rupture, finalement. Rupture de vie. La douleur aiguë, c'est celle qui va rompre l'instant. Qui va rompre l'instant, qui va interrompre le cours des pensées. Oui, c'est ça, voilà, ouais, c'est ça. Une question, oui. Je ne suis pas certaine, mais ce serait pour savoir si on peut y voir une corrélation en fait, entre la meilleure compréhension du rapport à la douleur qu'on peut avoir vis-à-vis notamment des textes de Descartes, qui sont aussi dus à juste la mécompréhension de son dualisme, et tout simplement le fait même de la douleur comme paradigme, dans la mesure où désormais on est dans ces sociétés plus confortables, où en tout cas notre mortalité est moins, pas qu'elle soit moins évidente, mais on y est moins mis de face. Fragilité. Tout à fait. Et donc à ce moment-là, la douleur peut peut-être plus facilement prendre la place de la douleur comme le mot en lui-même et non simplement le symptôme à guérir. Là où autrefois, le fait même d'avoir une mortalité aussi plausible, entre guillemets, renforcerait le caractère fonctionnel de la douleur comme symptôme. Ah ben non, mais c'est certain, c'est un aspect. Alors c'est dur à quantifier pour un historien. L'historien n'a accès qu'à des textes et pas à des vécus, et en plus il y a parfois un manque de représentativité de ces textes, c'est-à-dire qu'on a plus de textes sur la douleur des grands, des rois, des reines que sur les douleurs ordinaires. Et bien sûr, la douleur de la piqûre et de la brûlure, c'est pas celle dont parlent les médecins, parce que les médecins ils parlent de quoi dans leur récit de cas, dans leur récit d'observation? Ils parlent des douleurs problématiques qui ont requis un soin particulier et une intervention du médecin. Mais c'est sûr que la douleur a une présence dans les vies qui n'est pas
qui n'est pas sans doute qui n'est pas la même que la nôtre, hein, où on a accès, en tout cas en Europe, en Occident, c'est pas pareil et en effet, ce qu'on disait par rapport à l'imagerie tout à l'heure, hein, en l'absence d'imagerie, la douleur elle est d'autant plus fondamentale pour établir le diagnostic. Donc il y a une attention à l'aspect qualitatif particulier de la douleur. Et ils essayent d'établir une corrélation entre tel type de douleur et tel type de cause. Par exemple, la douleur gravitile, l'impression d'avoir une douleur pesante, c'est associé à des tumeurs au niveau des viscères, la douleur pulsative à des inflammations. Et effectivement, il y a une écoute de la douleur qui prend forcément une grande place dans la médecine de l'époque. Enfin, je ne sais pas si ça répond un peu à... C'est relativement ouverte, donc je pense que... Ouais. Oui. Après, par rapport à la fragilité, on n'a pas l'impression... évidemment, les moyens antalgiques, même s'ils étaient réels, qu'ils existaient, étaient moins efficaces, moins développés qu'aujourd'hui. On n'a pas l'impression que les médecins baissent les bras devant une douleur. Et ils considèrent que la douleur, elle épuise les forces du patient et que littéralement on peut mourir de douleur. Donc, par exemple, Ambroise Paré préconise, si un patient qu'on est en train d'opérer a vraiment une douleur épouvantable, d'interrompre les gestes curatifs pour s'occuper de la douleur. Parce que la douleur, elle peut susciter une syncope et conduire à la mort. Donc, je dirais qu'il y a à la fois une conscience de la vulnérabilité dont vous parlez, mais qui n'est pas une sorte d'observation impuissante et qui resterait du médecin qui resterait complètement passif devant la douleur en disant bah, c'est normal, on doit avoir mal, on ne sait pas quoi faire. Enfin, voilà, il y a les deux qui sont palpables dans les textes qu'on lit. Et souvent quand je discute avec je fais lire des textes, par exemple des textes de Sydenham sur la douleur de la goutte, qui compare ça à une morsure d'un chien avec des métaphores qui nous parlent encore aujourd'hui. Et ces spécialistes de la douleur d'aujourd'hui, parfois, me disent mais quand même, est-ce qu'on n'avait pas moins mal, est-ce qu'on n'avait pas quand même une capacité à plus supporter les douleurs parce qu'on avait moins d'antalgie qu'à l'époque. Et c'est quelque chose qui court depuis le livre sur la douleur de René Le Riche, qui était un chirurgien, à la fin des années 30, un chirurgien lyonnais, qui estime que depuis le développement des anesthésiques, eh bien, on est plus attentif à la douleur et donc on souffre plus, on a plus facilement mal. C'est ce que développe aussi Alain Cordan en disant que le seuil de sensibilité à la douleur, eh bien, il s'est abaissé. C'est-à-dire qu'on serait devenu moins tolérant à la douleur à partir de la fin du XVIIIe siècle. Dans les textes, rien ne permet de l'affirmer. On a toujours l'impression qu'une douleur est quelque chose de pressant, de grave pour celui qui la ressent, de préoccupant pour le médecin. Et aucun signe ne montre que cette douleur serait moins ressentie. Alors évidemment, ça change quelque chose de savoir qu'on ne peut pas avoir un remède aussi efficace. Mais quant à savoir ce que ça change exactement, ça, c'est ouvert à la spéculation, mais les textes ne peuvent rien permettre d'en dire. Et je pense qu'il faut se garder d'être péremptoire sur la question. Oui, je ne sais pas si ma question va être intéressante, mais enfin, en parlant de tout ça, j'ai un exemple qui vient à l'esprit, où on voit un peu un mélange là, de soins et peut-être d'idéologie, etc. C'est quand même l'accouchement sans douleur. D'après ce que j'ai su, moi je connais peu, mais j'ai appris qu'il y avait eu des débats autour de cela. Eh bien, ça venait en plus de l'Union soviétique, je crois. Non, je me trompe. Je sais plus. Voilà. Alors, justement, qu'est-ce qu'il y avait comme représentation autour de cela? Je ne sais pas si ma question est intéressante. Alors, si vous connaissez toute cette histoire. Oui, bah, on trouve des récits d'accouchement fort douloureux. Par exemple, une sage-femme qui s'appelle Louise Bourgeois qui a décrit l'accouchement de Marie de Médicis, et qui dit que la douleur, en fait, était... L'accouchement a duré très longtemps, il y a eu des contractions pendant très longtemps. Et que le roi avait peur que ses cousins ne supportent, donc tout le monde devait assister à l'accouchement, et que le roi avait peur que ses cousins ne supportent pas les douleurs de la reine. Et
Et on donnait des remèdes, on essayait de quand même traiter ces douleurs, évidemment qui étaient irréductibles. Il y a des discours de chirurgiens aussi, certains qui disent qu'il faut laisser crier la femme, ça l'aide. Donc j'ai pas, en tout cas dans les recherches que j'ai faites, moi j'ai pas pas une idée simple qui émergerait sur telle conception du rapport entre accouchement et douleur, c'est-à-dire le fait que c'était nécessaire ou pas. Évidemment, il y a des contractions qui sont nécessaires au travail, d'autres, selon cette sage-femme bourgeois, qui sont accessoires et qui ne font pas avancer le travail. En tout cas, il y a visiblement beaucoup de compassion à l'égard de la femme qui souffre. Et quand l'anesthésie commence à être introduite au milieu du 19e siècle, donc là, ce n'est pas du tout sur la période dont je vous ai parlé, on voit deux types d'ouvrages qui sont écrits. Certains disent que ça va faciliter l'accouchement d'utiliser l'anesthésie, mais que le problème c'est que la femme doit quand même coopérer à l'accouchement. D'autres que c'est problématique d'utiliser l'anesthésie. Et ce qui est marrant, c'est qu'on utilise Dieu et la religion en deux sens complètement opposés. Il y en a qui disent que justement Dieu nous a permis de découvrir l'anesthésie, etc. Et donc, non, mais justement, ils ne citent pas ça. Ils disent on a l'anesthésie, et bien il faut y recourir. D'autres, effectivement, qui peut-être s'appuient plus sur ce passage. Et de même, au XVIIe siècle, par rapport à la douleur de manière générale, au XVIe siècle même, il y a un médecin qui estime que dans l'Ecclésiaste, dans la Bible, il y a un passage qui invite à adoucir les douleurs et que c'est la fonction du médecin d'adoucir la douleur, y compris la douleur des mourants. Donc en fait, la Bible, on peut l'utiliser comme on veut et on ne s'est pas privé de le faire, y compris dans les époques anciennes. Il n'est pas toujours bien vu d'exprimer sa douleur. Il y a parfois une autocensure ou même une censure vis-à-vis de l'expression de la douleur. Ouais. Est-ce que la douleur, à travers les siècles, finalement, n'était pas plus féminine que masculine? C'est-à-dire c'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on ne censurait pas plus les garçons par rapport à l'expression de la douleur? Alors moi, je ne me suis pas du tout intéressée à ça. Ce qu'on voit, en tout cas, sur les images, on voit des hommes grimaçants, notamment dans des scènes d'arrachage de dents, donc il n'y a pas l'idée que... Après, évidemment, il y a une différence entre les femmes qui ont un corps plus uni, plus mou, etc., et qui sont plus sujettes aussi à la compassion, nous dit Curot de la Chambre. Donc il y a bien l'idée qu'on n'a pas les mêmes émotions, les mêmes sentiments, mais par exemple, dans les exemples de douleur de mes philosophes, Descartes parle d'une jeune fille amputée de l'avant-bras, Pierre Bayle parle des femmes qui meurent en couche lors de l'enfantement. Donc on ne peut pas dire que les douleurs des femmes soient oubliées et rien ne permet de dire qu'on estimerait que les femmes ne souffrent pas plus. Par exemple, dans les récits d'observation des médecins, il y a des cas d'une jeune fille, d'une petite fille de 7 ans qui avait des douleurs de tête insupportables. Le médecin décrit son cas sans paraître faire de différence avec le portefaix de 40 ans. Après, dans l'expression de la douleur, il y a... Je peux pas, je sais pas, je peux pas vous répondre. C'est pas une enquête que j'ai faite spécifiquement. L'expression de la douleur. Mais l'expression de la douleur, par exemple, quand Curot de la Chambre parle de cette expression qui nous paraît hyperbolique, il parle d'un malade et des médecins ou de ceux à qui il raconte. Donc c'est pas du tout la question du genre n'est pas du tout spécifiée. Il dit ça paraît une hyperbole. Et on a l'impression qu'il parle aussi d'un... D'ailleurs, il parle d'un homme, victime d'une douleur aiguë, qui crie, qui devient tout rouge, qui se renfrogne. Donc là encore, ce qui les intéresse, c'est l'universalité de l'expression de la douleur. L'inquiétude est vue comme... L'inquiétude, c'est-à-dire l'agitation constante pour trouver une position antalgique, est vue comme un signe évident de douleur. Les gémissements, les poings serrés, les sourcils froncés. Et les médecins soulignent aussi l'ambiguïté des signes et de l'expression de la douleur au cours du temps, qui peut, et les médecins le savent bien aujourd'hui,
conduire à un état d'abattement et de prostration, et quelqu'un qui voit ce patient disant mais il n'a pas du tout mal, en fait c'est juste que sa douleur dure depuis suffisamment longtemps pour qu'il ne puisse pas l'exprimer comme il exprimait une douleur aiguë. Donc je peux juste vous dire, pas de trace de cette différenciation dans les corpus que j'ai lus. Ce qu'on constate quand même, c'est l'explosion des péridurales quand même. Les péridurales, oui. Pour l'accouchement, on constate quand même l'explosion. C'est quand même très très fréquent. Puis bon, c'est proposé presque de manière systématique actuellement par les anesthésistes. Même si ça se passe à 3 h du matin. C'est un peu... Mais car parfois on arrive quand même à sauver le père. On aurait dû traiter les cousins docteurs qui s'évanouissent dans les douleurs de la reine. Voilà, c'est ça. Pourquoi on leur a pas donné quelque anodin? Exactement. Alors, je crois qu'il est l'heure de te remercier. C'est bien de finir par la reine plutôt que par le roi. Merci d'être venu partager avec nous ton enquête. C'était absolument passionnant. Merci pour l'invitation.